Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Frédéric F. Berger, Psychanalyse avec les enfants 2022. Dominique Berton, Transmettre la psychanalyse. De l'hystérie au dégoût en passant par la pulsion de mort 2022. Françoise Decamps, Ce que savait Molière 2022. Jean-Louis Soult, Avatar de la perversion 2022. Jean-Paul Matotte, De l'informe aux configurations psychiques. Peindre les processus 2022. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO, L'enfant donner un sens aux apprentissages 2021. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO, L'adulte donner une maison à l'enfant 2021. Monica Horowitz et Piotr KRZAKOWSKI, Dire, écrits intimes de psychanalystes pendant la pandémie. Journal de voyage en confignat 2021. Bernard Chouvier, Le pouvoir des choses pour une analyse des objets 2021. Véronique Marchizet, L'amour vrai n'est pas sur la rive d'Oedipe. L'alchimie des états amoureux 2021. Valérie Blanco, Dit de divan. Notion de psychanalyse illustrée d'extraits de séances, nouvelle édition 2021. Frédéric Pérez, Le complexe de Frankenstein. Genèse et développement d'un monstre issu d'une relation pervertie. Approche théorique, clinique et thérapeutique 2021. Patrick Ange-Raoult, Le travail en équipe. Collusion incestuelle et meurtrielle 2021. Nicolas Sajus, Psychopathologie du traumatisme psychique 2020. Geneviève Allier, Clinique orthophonique avec éthique psychanalytique 2020. Dédicace. Pour Antoine Louis, Lux Mea Mundi. Exergue. Si au contraire des idées reçues, les hommes n'avaient jamais que la vie qu'ils méritent, il faut y regarder de plus près. Introduction. La psychanalyse a fait l'objet, ces dernières années, de nombreuses attaques provenant de champs très différents. Certaines se sont cristallisées dans un livre noir, d'autres furent développées par Michel Onfray, sur plus de 600 pages, et de nombreux livres se sont fait l'écho de manipulations de Freud, de patients trompés ou de données cliniques volontairement faussées afin d'occulter des échecs thérapeutiques cuisants. Ces attaques ont même été portées à l'écran, dans un documentaire donnant la parole aux psychanalystes et mettant ainsi directement en scène le discours psychanalytique par ceux qui en ont la charge. Dans l'océan de ces critiques, certaines sont sans aucun doute pertinentes et méritent qu'une grande attention leur soit portée. Il n'y a aucune raison que la psychanalyse échappe à la critique et à la mise en cause. D'autres attaques sont au contraire problématiques en ce qu'elles croisent l'homme et l'œuvre ou décontextualisent des propos de Freud. Certaines enfin, relèvent tout simplement de la méconnaissance de la psychanalyse ou de la falsification. Toutefois, que la psychanalyse s'expose à des critiques n'a rien de nouveau et ne devrait pas choquer outre mesure puisque les critiques de la psychanalyse l'ont accompagnée depuis sa naissance et se sont étendues tout au long du XXe siècle. À tel point que Paul-Laurent Assoun a pu parler d'une passion antipsychanalytique ou d'une résistibilité chronique à la psychanalyse. On se souviendra aussi de ces résistances évoquées par Derrida, qui furent tout autant des résistances à la psychanalyse que des résistances de la psychanalyse. Il n'y a donc rien d'inquiétant à ce que la psychanalyse soit portée sous le feu des critiques, et le seul critère qui devrait nous guider est celui de la distinction entre critiques pertinentes et productives, et critiques inutiles. Parmi ces discours critiques, ceux des philosophes français sont particulièrement percutants et nombreux. Que ce soit Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, René Girard, Alain Badiou, Paul Ricoeur ou même Jacques Derrida, tous ont pensé au contact de la psychanalyse. Certes, ce contact fut souvent un contact critique qui relève de la mêlée plus que de la caresse. Mais si ces philosophes ont pensé contre la psychanalyse, ce fut toujours afin de penser aussi tout contre elle. Or, se poser contre, c'est encore se poser en relation à, et donc nécessairement toujours déjà un peu avec. Parmi ceux-là, le cas de Sartre est tout particulièrement frappant et presque unique,
non seulement parce que certaines des critiques que Sartre adresse à Freud frappent au cœur et plongent au plus profond, dans la logique même de la signification, mais surtout parce qu'à différence des autres philosophes, ces critiques l'ont amené à proposer une autre psychanalyse, une psychanalyse sans inconscient, la psychanalyse existentielle. Les relations entre Sartre et Freud sont donc complexes et profondes, elles relèvent de la brouille, au sens où Sartre a pu parler de brouille pour sa relation avec Camus. Nous étions brouillés, lui et moi, une brouille ce n'est rien, dut-on ne jamais se revoir, tout juste une autre manière de vivre ensemble. L'intérêt de Sartre pour la psychologie est ancien et pour ainsi dire, originaire. Nous en trouvons une trace constante depuis ses premiers travaux jusqu'à ses derniers textes. Dès 1927, il présenta, pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de philosophie, un mémoire rédigé sous la direction du professeur Henri Delacroix intitulé L'image dans la vie psychologique, rôle et nature. Cette même année, il fut invité à réviser avec Paul Nizan la traduction française de la psychopathologie générale de Karl Jaspers. Cet intérêt pour la psychologie ne fit que se développer de façon croissante jusqu'à la publication de L'être et le néant en 1943, sans ne jamais se démentir puisque les années 1936, 1938 et 1940 virent la publication de 3 ouvrages dont les thèmes sont pleinement ancrés dans la longue tradition de la psychologie. L'imagination, les émotions et l'imaginaire. De toutes parts, la première philosophie de Sartre est tentée par la psychologie et par des inquiétudes qui ont à voir avec certaines de ses plus grandes problématiques. Mais la psychologie que Sartre chercha à mettre en place dans ce premier moment de sa pensée se distingue fortement de la psychologie telle que la connaissait le début du XXe siècle, et tout particulièrement de la psychologie influencée par la vague philosophique idéaliste qui déferlait en Sorbonne. Il s'agissait alors pour Sartre d'embrasser dans un seul et même geste la totalité des conduites humaines, en les inscrivant dans le caractère concret d'une synthèse. Loin de segmenter l'homme et la psychologie en différents champs hermétiques les uns aux autres, les émotions, la mémoire, les rêves, etc., Sartre cherchait la pierre de faite sur laquelle reposait la possibilité de leur synthèse, le sens originaire qui les portait tous. Ce qui l'intéressait avant tout, c'étaient les gens. À la psychologie analytique et poussiéreuse qu'on enseignait à la Sorbonne, il souhaitait opposer une compréhension concrète, donc synthétique, des individus. Or, tant sur ce point de la psychologie que pour ce qu'il en est de l'anthropologie philosophique telle que nous la trouvons dépliée dans L'être et le néant, la phénoménologie lui servit de guide, à tel point que Sartre lui-même présenta ses analyses de l'esquisse d'une théorie des émotions comme un premier pas vers la constitution d'une psychologie phénoménologique. Il s'agissait donc de mettre en place une psychologie qui prenne en compte la révolution phénoménologique, qui avait frappé l'Allemagne depuis la seconde moitié du XIXe. D'ailleurs, l'esquisse d'une théorie des émotions devait s'inscrire dans la logique d'un gros ouvrage exposant la totalité des conceptions sartriennes quant à la vie psychique humaine, dont le titre aurait dû être La psyché. Le manuscrit de ce livre écrit dans l'euphorie de la découverte de la phénoménologie en 1933 à 1934, à Berlin, alors que Sartre succédait à Raymond Aron à l'Institut français, est aujourd'hui perdu. Il est entré dans la légende de tous les manuscrits égarés dont est grosse l'histoire de la philosophie, que ce soit le petit livre de Spinoza rédigé en espagnol, du chapitre de la poétique d'Aristote consacré à la comédie, ou du traité de métaphysique que Descartes aurait rédigé dès 1629. Nous ne savons donc pas avec précision ce que contenait la psyché, mais la conclusion de l'esquisse d'une théorie des émotions et son appel explicite à la constitution d'une psychologie phénoménologique, le titre même du livre, La psyché, et le thème de recherche proposé par Sartre afin de postuler à la bourse de l'Institut français de Berlin en 1933, rapport du psychique et du physiologique en général, mettent en évidence le souci constant de la première philosophie de Sartre pour la psychologie. Sur le chemin de la constitution d'une psychologie phénoménologique, il eût été impossible que Sartre ne rencontrât pas la théorie freudienne qui avait acquis déjà une véritable renommée, encore que sa pénétration en France ne se fit pas sans de nombreuses difficultés. Cette rencontre fut telle que Sartre n'a finalement pas développé sa psychologie phénoménologique, ou tout au moins qu'il ne lui a pas donné ce nom, mais il a au contraire posé les bases d'une véritable psychanalyse existentielle. Le fait même de parler de psychanalyse, encore qu'elle soit existentielle,
porte la marque de la théorie freudienne et l'acceptation de certains de ses postulats. Le simple fait que Sartre ait établi une psychanalyse existentielle révèle non seulement qu'il est en partie au moins, au fait de la psychanalyse freudienne, mais en plus que la psychanalyse existentielle se pense en continuité tout autant qu'en rupture avec la théorie freudienne, en continuité puisque c'est une psychanalyse, en rupture parce qu'elle est existentielle. Le rapport de Sartre à la psychanalyse freudienne est donc à la fois une relation de proximité et de distance dont il nous faudra mesurer l'écart afin de mieux apprécier, en relief, la proximité. Nous trouvons des références aux œuvres de Freud dans tous les grands textes philosophiques de Sartre. De façon paradigmatique, L'être et le néant commencent toujours par rendre un vibrant hommage à la psychanalyse freudienne avant que de théoriser la psychanalyse existentielle. Une seule école est partie de la même évidence originelle que nous, c'est l'école freudienne. C'est aussi le cas de l'imaginaire, qui fait référence de façon explicite à la Traumdeutung et plus précisément au rêve d'Irma. Il en va de même de l'esquisse d'une théorie des émotions, qui avant de lui opposer une théorie phénoménologique, commence par reconnaître les avancées indéniables qu'a permis de faire la psychanalyse freudienne pour ce qu'il en est des processus de signification des émotions. Pour notre part, nous ne repoussons pas les résultats de la psychanalyse lorsqu'ils sont obtenus par la compréhension. Même les carnets de la drôle de guerre qui mettent en scène le travail préparatoire à la rédaction de L'être et le néant reflètent cet intérêt pour la psychanalyse encore que, comme toujours, il s'agisse d'un intérêt critique. Les Freudiens ont bien vu que l'action innocente de l'enfant qui joue à creuser des trous n'était pas du tout si innocente. Enfin, comme l'a montré Korobiter, le premier grand texte philosophique de Sartre, La transcendance de l'ego, faisait déjà montre d'une certaine prise en compte de la psychanalyse freudienne dans la réflexion sartrienne sur la conscience, la thèse communément acceptée selon laquelle nos pensées jailliraient d'un inconscient impersonnel et se personnaliseraient en devenant conscientes, nous paraît une interprétation grossière et matérialiste d'une intuition juste. Ainsi, jusqu'à 1943 et la théorisation de la psychanalyse existentielle dans L'être et le néant, l'œuvre de Sartre est parsemée de nombreuses références à Freud et à sa méthode psychanalytique. Mais ces références jonchent l'œuvre de Sartre bien après 1943, et ne se limitent donc pas à une discussion lors de la théorisation de la psychanalyse existentielle. Nous trouvons des références à Freud dans Question de méthode. La psychanalyse n'a pas de principe, elle n'a pas de base théorique. C'est tout juste si elle s'accompagne, chez Jung et dans certains ouvrages de Freud, d'une mythologie parfaitement inoffensive. La psychanalyse est encore présente dans la critique de la raison dialectique. La psychanalyse théorique use à la fois du déterminisme, de la dialectique et du paradoxe au sens kierkegaardien du terme. En 1969, Sartre publia dans Les Temps modernes, contre les avis de Pontalis et de Pingot, le texte d'un patient ayant enregistré son analyste. Dans ce texte dit de l'homme au magnétophone, Jean-Jacques Abrahams demandait des comptes à son psychanalyste auquel il reprochait de l'avoir violenté. Il s'agit donc d'un texte qui malmène la psychanalyse. Or, afin de justifier sa décision éditoriale, Sartre rappelle son lien à la psychanalyse. Je ne suis pas un faux ami de la psychanalyse mais un compagnon de route critique et je n'ai nulle envie, et nul moyen d'ailleurs, de la ridiculiser. En 1969, Sartre est donc encore tout contre la psychanalyse. Ce deuxième moment de la philosophie de Sartre, celui de son rapprochement avec le marxisme, permet en plus de voir, à différence des textes rédigés jusqu'à L'être et le néant, la mise en œuvre de la psychanalyse existentielle. Que ce soit avec Baudelaire, Genet, Mallarmé ou bien entendu Flaubert, les années qui font suite à la Deuxième Guerre mondiale sont celles de la mise en œuvre de la psychanalyse existentielle, de son application après sa théorisation de 1943. Même les mots, texte autobiographique, sont une application de la psychanalyse existentielle à la vie de qui en est le penseur. Certes, Sartre proposera dans cette application de sa méthode certaines modifications importantes à la psychanalyse existentielle telle que nous la connaissions avant 1943, notamment suite à une modification de ses conceptions du langage et du projet originel, mais même après sa théorisation dans L'être et le néant, la psychanalyse accompagna Sartre jusqu'à ses textes les plus tardifs. Enfin, deux expériences biographiques ont relié Sartre à la psychanalyse freudienne, les replongeant à nouveau dans un face-à-face conceptuel et existentiel.
La psychanalyse croisa la pensée de Sartre, mais elle croisa aussi sa vie. Premièrement, en 1958, le réalisateur américain John Huston lui demanda de rédiger un scénario sur Freud, ce que Sartre accepta. Pour ce faire, il dut relire non seulement certains des textes de Freud, les études sur l'hystérie, l'interprétation des rêves, l'autobiographie de Freud ainsi que la correspondance avec Fliss, mais aussi la biographie qu'Ernest Jones lui a consacrée et dont le premier volume venait d'être traduit en français cette même année 1958. Il demanda d'ailleurs à Michel Vian de lui traduire les autres volumes. Certes, nous pouvons imaginer que cette acceptation de rédiger un scénario sur Freud était liée à certains besoins financiers. Il n'empêche qu'il accepta de travailler sur une biographie de Freud, l'espace de quelques mois, avant que le projet ne capote à cause des trop nombreuses modifications que Huston demanda d'apporter au manuscrit. Deuxièmement, lors de la rédaction de son autobiographie, Sartre envisagea d'entrer en analyse avec son ami Jean-Bertrand Pontalis. Toutefois, celui-ci refusa, arguant que leur relation ferait par essence obstacle au mécanisme de la cure. Il y eut ainsi chez Sartre un désir de psychanalyse. De toutes parts donc, la philosophie de Sartre, que ce soit dans son premier ou dans son deuxième moment, se pense dans une certaine relation critique avec la psychanalyse. La mise au jour de la psychanalyse existentielle permettra donc de plonger au cœur de sa philosophie en révélant sa conception de la conscience mais aussi toute l'anthropologie sartrienne dans ce qu'elle implique quant à la mauvaise foi, au langage, au regard, à l'amour, au sadisme et au masochisme, au désir, à notre relation au passé, à la mort, à l'altérité ou encore au rêve. De par l'explication synthétique de l'être humain qu'elle met en œuvre, c'est toute la philosophie de Sartre qui se déplie dans la psychanalyse existentielle. D'ailleurs, dans une réponse à Sartre à propos de la publication de L'homme au magnétophone, Pontalis n'a eu de cesse d'insister sur les rapports intimes et conflictuels parce qu'intimes, entre Sartre et la psychanalyse. Il faudra un jour écrire l'histoire du rapport ambigu, fait d'une attirance et d'une réticence également profonde, que Sartre entretient depuis 30 ans avec la psychanalyse, et peut-être même relire son œuvre dans cette perspective. C'est à ce travail que nous souhaitons nous risquer. Relire toute l'œuvre de Sartre à l'aune de sa relation avec la psychanalyse est bien entendu un travail immense, que nous ne saurions effectuer dans les limites d'un seul ouvrage. Dans ce premier volume, nous ne traiterons donc que de la construction théorique de la psychanalyse existentielle telle qu'elle apparaît en 1943, dans L'être et le néant. Un deuxième volume s'occupera de la psychanalyse existentielle après la Deuxième Guerre mondiale, en prenant en compte les avancées de la critique de la raison dialectique et les différentes applications de la méthode sartrienne. Première partie, l'ontologie comme présexualité. Afin de mettre au jour les convergences ainsi que les divergences des psychanalyses freudiennes et existentielles, il faut remonter à la source même des significations. La psychanalyse freudienne et la phénoménologie sont des pensées qui font une large place à la signification et au sens. Cependant, la source à partir de laquelle ils jaillissent est différente. La psychanalyse freudienne révèle derrière les significations manifestes le jeu de forces physiques et de lois biologiques qui portent des pulsions. Derrière la vie consciente se cache le fantasme inconscient, derrière le fantasme inconscient se cache le processus primaire, et derrière le processus primaire se cache la pulsion. Cela explique que les significations freudiennes soient presque toujours renvoyées, en dernière instance, à des significations libidinales, sexuelles plutôt que sexuelles. Dans le monde de Freud, nous sommes en présence d'un individu gouverné par des pulsions, en guerre contre un monde qui l'empêche de satisfaire ses appétits agressifs et sexuels innés. Cette conception pulsionnelle de l'individu permet de comprendre le caractère résolument archéologique de la psychanalyse freudienne, et le fait que le profond y soit toujours pensé à l'aune du lointain dans le passé. Il y a donc, dans le processus freudien de révélation des significations humaines, une logique développementale qui trouve son origine dans le caractère libidinal des pulsions. Pour Freud, l'exploration était toujours synonyme d'excavation. Car les conflits les plus profonds sont aussi dans cette conception les plus précoces. Même s'il ne s'agit pas, comme l'ont fait certains, de réduire Freud à la biologie puisqu'il a à de nombreuses reprises signalé l'irréductibilité de la psychanalyse à la science du vivant, nous trouvons un caractère indéniablement biogénétique dans la détermination des significations dans la psychanalyse freudienne, ce qui place inexorablement leur source dans un passé lointain.
Au contraire, la psychanalyse existentielle est ontologique, en ce sens, les significations fondamentales au travers desquelles apparaît le monde ne peuvent se comprendre qu'à partir d'une scène originaire qui, à différence de la scène originaire freudienne, est pensée à la lumière de l'ontologie. Toute l'anthropologie sartrienne est déterminée par un événement absolu, par le moment et le mouvement par lequel l'en soi, contingent, chercha à se fonder lui-même en son être. Pour ce faire, il se nia afin d'instaurer une distance entre lui et lui, entre l'être fondé et l'être fondant. Mais ce désir de fondation fut un échec puisqu'en se niant en tant qu'être, il introduisit une distance entre l'en-soi et l'en-soi, une présence qui est à l'origine de l'être présent à soi et donc aussi distinct de soi, le pour-soi. Le pour-soi, ou la réalité humaine, provient donc de l'échec d'un mouvement de fondation ontologique qui, dans son désir de fondation, fit surgir le néant au cœur de l'être. Pour cela, toutes les conduites et les significations humaines portent la trace de cet événement absolu et le fantasme de l'autofondation, à tel point que le sujet est toujours déjà, chez Sartre, un désir d'être ou un projet d'être, ce qui oriente l'herméneutique du sujet vers le futur et non plus vers le passé. L'homme est un être qui se fuit dans l'avenir. À travers toutes ces entreprises, il cherche, non à se conserver comme on l'a souvent dit, ni à s'accroître mais à se fonder. Freud et Sartre partent tous deux d'un certain fantasme, libidinal du côté de Freud, ontologique du côté de Sartre. Et la différence entre ces deux fantasmes permet de déplier la totalité des points de convergence et de divergence entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse existentielle. C'est donc à partir de cette différence qu'il nous faut commencer. La philosophie de Sartre et la psychanalyse de Freud convergent sur l'importance des concepts de sens et de signification. L'animal humain est un animal signifiant, et toutes ses conduites le sont. Il est aisé de comprendre l'importance que peut occuper le sens dans la philosophie de Sartre, puisque la phénoménologie, telle qu'il la pratique à partir de Husserl, s'est constituée en tant que méthode d'élucidation du sens. Sa filiation phénoménologique le pousse dans la direction des philosophies du sens, contre les philosophies des raisons et des causes. Lorsqu'Husserl présenta le geste phénoménologique, en 1907 à l'université de Göttingen, c'est à l'aune du champ sémantique du sens qu'il l'expliqua, à tel point qu'il indiqua que la méthode phénoménologique vise explicitement le sens. La phénoménologie procède en élucidant par une vue, en déterminant le sens et en distinguant le sens. D'ailleurs, une des tâches fondamentales de la phénoménologie contemporaine est bien de continuer à mettre au jour les différentes modalités selon lesquelles le sens des phénomènes se donne. La phénoménologie est donc avant tout une affaire de sens et de signification, et la phénoménologie sartrienne pousse aussi loin que faire se peut ce geste puisque même l'essence y est définie à partir du sens au travers duquel les phénomènes apparaissent à la conscience. L'essence n'est pas dans l'objet, elle est le sens de l'objet. De la même façon, lorsque Freud expliqua l'origine de la psychanalyse à la Clark University en 1909, c'est selon la logique de la mise au jour d'un certain sens qu'il le fit. Ce fut à partir de travaux sur l'hystérie réalisés avec Breuer que la psychanalyse vit le jour, et l'avancée essentielle quant au traitement de l'hystérie consista à considérer les symptômes des hystériques comme des monuments ou comme des symboles, et d'assumer que loin d'être de purs accidents biologiques ou physiologiques, ils portent un certain sens auquel la psychanalyse se donne pour tâche d'accéder. Comme tous les monuments, les symptômes sont des monuments qui portent au moins le sens de la conservation dans la présence de quelque chose qui pour différentes raisons s'est absenté et manque. Nos malades hystériques souffrent de réminiscences. Leurs symptômes sont des restes et des symboles mnésiques en place de certaines expériences vécues, traumatiques. Les mémoriaux et monuments dont nous ornons nos grandes villes sont aussi de tels symboles mnésiques. Certes, nous ne saurions assimiler le concept de sens chez Sartre et le sens chez Freud, ni la phénoménologie à la psychanalyse, ne serait-ce que parce qu'il y a chez Freud des significations inconscientes alors que cette idée est absurde chez Sartre puisque tout savoir est conscience de savoir. Néanmoins, dans les deux pensées, il est question de mettre au jour le sens au travers duquel les choses se donnent à nous, et la vie psychique est avant tout une affaire de sens. D'ailleurs, là où le sens est lié à l'intentionnalité de la conscience chez Sartre, il est lié à l'intention chez Freud. Que ce soit pour les symptômes de l'hystérie, les actes manqués, rêves ou les créations artistiques, il s'agit toujours en psychanalyse freudienne, de considérer les contenus manifestes des conduites humaines, que celles-ci soient des actions,
des perceptions ou des sensations, comme les signifiants d'un signifié dont le sens nous échappe et qu'il faut révéler ou tout au moins verbaliser. Pour cela, encore que nous puissions distinguer le concept de sens dans les deux œuvres et les différents niveaux auxquels il joue, celui-ci est toujours pensé à l'aune du renvoi, de ce qui tient lieu de, dû à la place de la traduction et du lieu tenant. C'est là un des points les plus importants sur lesquels Sartre lui-même se reconnaît une certaine proximité avec Freud. Pour Freud comme pour nous, un acte ne saurait se borner à lui-même, il renvoie immédiatement à des structures plus profondes. Mais au-delà du sens, son caractère synthétique ou totalisant peut tirer un trait d'union entre Freud et Sartre. Non seulement les conduites humaines sont signifiantes, mais l'être humain se trouve totalement dans chacune d'entre elles. Il n'y a pas de conduite plus noble que les autres, ou plus signifiante que les autres afin de mettre au jour les profondeurs de l'homme. Tout ce que fait un être humain nous révèle quelque chose de lui. Nous pourrions penser que comprendre un individu, ce soit avant tout comprendre sa pensée. D'ailleurs, avant le XXe siècle, il n'existait que peu de biographies des philosophes. Or, la psychanalyse freudienne tout autant que la psychanalyse existentielle vont rappeler la signification totale des conduites humaines. L'homme ne se trouve pas plus dans sa pensée que dans ses oublis, dans ses actes manqués que dans ses rêves. Il se trouve aussi dans ses plats préférés, ses relations sexuelles ou ses goûts artistiques. Ce caractère synthétique et totalisant est le principe même de la psychanalyse existentielle. Le principe de cette psychanalyse existentielle est que l'homme est une totalité et non une collection, qu'en conséquence, il s'exprime tout entier dans la plus insignifiante et la plus superficielle de ses conduites, autrement dit qu'il n'est pas un goût, un tic, un acte humain qui ne soit révélateur. Or, nous retrouvons cela chez Freud, dans l'absence de hiérarchie dans l'étude des vecteurs nous révélant les profondeurs du sujet, comme le montre la diversité des conduites humaines étudiées dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Enfin, un troisième point rapproche les deux psychanalyses. Le sens profond des conduites humaines n'est pas immédiatement transparent à la conscience puisqu'il est inconscient chez Freud et préréflexif chez Sartre, comme l'a montré Juliette Simon contre la lecture trop cartésienne et transparente de Sartre que propose Julia Kristeva. Certes, le préréflexif n'est pas l'inconscient freudien, mais il permet de penser une certaine opacité qui dans les deux cas justifie l'existence des deux psychanalyses. Cette immanence de l'homme à la totalité de ses conduites entraîne deux conséquences immédiates quant à la mise en œuvre de la psychanalyse existentielle, que nous retrouvons dans la psychanalyse freudienne. Puisque le sujet se trouve également dans n'importe laquelle de ses conduites, ce qui revient à dire que le sujet est une qualité et non pas une quantité puisque la qualité est ce qui est tout autant dans la partie que dans le tout, il n'y a pas de porte d'entrée privilégiée dans un sujet. Si la psychanalyse existentielle est une méthode comparative, qui implique nécessairement un chemin plus petit qu'eux aux doses plus grand qu'eux, c'est un chemin sans début ni fin objectif, un chemin qui peut s'emprunter n'importe où. D'où le paradoxe de l'origine dans le premier des 3 tomes que Sartre consacre à Flaubert. À présent il faut commencer. Comment ? Par quoi ? Cela importe peu, on entre dans un mort comme dans un moulin. La quête du sens que doit révéler la psychanalyse existentielle ne se soumet ni à la logique chronologique ni à celle de la hiérarchie des conduites. Elle peut commencer par les relations amoureuses, la perception du monde, les rêves ou les idées politiques d'un sujet, puisque tous ces champs reflètent une même attitude originelle. Deuxièmement, puisque tout l'homme est dans chacune de ses conduites, les sources à partir desquelles jaillit le sens sont multiples et variées. Afin de comprendre Baudelaire, il faudra, bien entendu et comme nous pouvions nous y attendre, analyser ses poèmes, mais il faut penser aussi sa relation à sa mère, aux prostituées, à sa syphilis, au jeu, à la nature et à l'artifice, à la sexualité, à l'altérité ou encore à la faute. Tous les matériaux sont bons afin de mettre au jour, comme l'a bien vu Léris, la signification de Baudelaire. Puisque tous les matériaux sont bons, tous les documents le sont aussi, raison pour laquelle le psychanalyste existentiel utilisera tous les documents disponibles, faisant feu de tout bois. Lettres, témoignages, journaux intimes, renseignements sociaux de toute espèce. Ainsi, non seulement Sartre place au centre de sa phénoménologie le processus de signification et le sens, mais il le trouve dans n'importe laquelle des conduites humaines sans les hiérarchiser, ce qui, une fois de plus, est un geste freudien. Pour cela, sur tous ces points qui constituent les fondements même de la psychanalyse existentielle,
Sartre ne cesse de rappeler l'importance de la psychanalyse freudienne et sa dette à l'égard de celle-ci. L'esquisse première de cette méthode, de la psychanalyse existentielle, nous est fournie par la psychanalyse de Freud et de ses disciples. Toutefois, malgré ces similitudes, un premier point fondamental les sépare et les maintient dans une grande distance, dans une distance infranchissable. Il convient ici de marquer plus précisément en quoi la psychanalyse existentielle s'inspirera de la psychanalyse proprement dite et en quoi elle en différera radicalement. Le point de rupture le plus important, la différence qui marque toutes les autres, est que l'origine du processus de signification n'est pas la même. Sartre prétend remonter plus avant dans la détermination des significations et montrer qu'il est possible de trouver un événement originaire, ou événement absolu, qui précède la détermination libidinale des significations psychanalytiques. Par exemple, là où Freud pense que l'enfant est intéressé par les trous parce que ceux-ci portent immédiatement une signification anale, Sartre pense au contraire que l'enfant est intéressé par l'anus parce que celui-ci porte la signification originaire d'un trou. Là où la signification anale détermine la relation à tous les trous chez Freud, la signification de trou détermine la relation à l'anus chez Sartre. Freud tiendra que tous les trous pour l'enfant sont symboliquement des anus et l'attirent en fonction de cette parenté, et moi je me demande plutôt si l'anus n'est pas chez l'enfant objet de concupiscence parce que c'est un trou. L'opposition radicale de Sartre à Freud apparaît clairement sur ce point, et elle est originaire. Certes, les conduites humaines, même la plus minime, même celle dont nous pourrions croire qu'elle est insignifiante, sont pour Sartre comme pour Freud, porteuses de sens. Mais l'origine du sens est différente. Sartre voit chez Freud une archi-détermination sexuelle de toutes les significations, et souhaite pour sa part penser un caractère présexuel du sens, un caractère ontologique qui lui est plus originaire. À l'archi-détermination sexuelle de la psychanalyse freudienne, la psychanalyse existentielle sartrienne oppose une archi-détermination ontologique, ce qui modifie en profondeur les interprétations des conduites humaines et le sens de la cure. Aux sources de la signification. 1. Le problème du réalisme. Le problème de l'origine des significations dans la première philosophie de Sartre se fait jour à l'occasion d'une argumentation sur les limites de la liberté et de ce qui pourrait apparaître comme une contradiction originaire qui joue au niveau ontologique. D'un côté, Sartre développe une philosophie de la liberté absolue dans laquelle l'homme est tellement libre que la seule chose de laquelle il ne puisse se défaire est sa liberté, raison pour laquelle plus qu'être libre il est liberté. Nous sommes une liberté qui choisit mais nous ne choisissons pas d'être libres, nous sommes condamnés à la liberté. D'un autre côté, il n'a eu de cesse de développer un projet philosophique réaliste. Dans un entretien donné à la revue New Left en 1970, il expliqua son rapport à Freud en signalant que l'impossibilité d'accepter les axiomes de la psychanalyse en 1943 provenait de sa formation au cartésianisme et de son attachement à une philosophie de la conscience. C'est parce que j'étais français que je refusais Freud. Il ne faut jamais oublier le poids du rationalisme cartésien en France. Tout au long de sa vie, Sartre n'aura eu de cesse de s'arracher à l'idéalisme afin de revenir au concret, au réel des choses. De telles recherches, celles de Freud, n'avaient aucun rapport avec mes préoccupations d'alors, qui étaient de donner un fondement philosophique au réalisme. Chose, à mon avis, possible aujourd'hui et que j'ai essayé de faire toute ma vie. Ce regard rétrospectif de 1970 ne fait que confirmer un point dont Sartre a toujours eu conscience, sa lutte implacable contre l'idéalisme en faveur du réalisme. Dès les carnets de la drôle de guerre, il insistait sur sa position réaliste et sur la résistance du monde qu'elle suppose. J'étais réaliste à l'époque, par goût de sentir la résistance des choses mais surtout pour rendre à tout ce que je voyais son caractère d'absolu inconditionné. Dans la correspondance avec Simone de Beauvoir, cette position est d'ailleurs précisée en tant que néoréalisme absolu. Je retrouve le dogmatisme en passant par la phénoménologie, je garde tout seul, l'être dans le monde et pourtant j'arrive à un néoréalisme absolu, où j'intègre la Gestalt théorie. Or, le réalisme, plus encore s'il est absolu, pose un problème à la liberté qui se voit limitée par l'obstacle inévitable que constitue le réel. Comment maintenir une liberté absolue si celle-ci se heurte sans cesse à un réel, qui, parce qu'il la précède et s'impose à elle, lui fait obstacle?
C'est sur ce problème que se construit l'origine des significations. Faut-il entendre par là que le donné, l'en soi, conditionne la liberté? Tout homme est né dans un pays, un moment historique, une famille. Tout homme est mortel, entouré d'autres hommes dont la liberté limite la sienne. Ne sont-ce pas là autant de conditions données qui entravent la liberté? Afin de répondre à cela, et de maintenir la compossibilité du réalisme et de la liberté absolue, Sartre présenta sa théorie du sens et de la signification qui ne fait qu'un avec celle de l'apparaître, c'est-à-dire avec celle de la phénoménalisation. Afin de comprendre ce néo-réalisme, revenons à la critique qu'il adresse à l'idéalisme de Husserl. Sartre reproche à Husserl d'avoir proposé une phénoménologie qui, en dernière instance, réduit l'être du phénomène à son apparaître. Pourquoi ne pas pousser l'idée jusqu'à sa limite, et dire que l'être de l'apparition c'est son apparaître? Ce qui est simplement une façon de choisir des mots nouveaux pour habiller le vieil, esse percipi de Berkeley. Et c'est bien en effet ce que fera un Husserl, lorsqu'après avoir effectué la réduction phénoménologique, il traitera le noème d'irréel et déclarera que son esse est un percipi. Ce n'est pas le lieu ici de commenter la lecture idéaliste que Sartre donne de Husserl. Elle est à bien des égards partielle et partiale, et ne se fonde que sur certains textes de Husserl, notamment les idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique de 1913. Il faudrait aujourd'hui la compléter par des textes plus tardifs, afin de ne pas limiter la phénoménologie husserlienne à une phénoménologie idéaliste. Peu importe ici si Sartre propose une lecture abusivement idéaliste de Husserl, seule nous intéresse la lecture qu'il en donne afin de comprendre les objections qu'il lui oppose. Même s'il ne s'agit pas de confondre la phénoménologie de Husserl avec l'immatérialisme de Berkeley, et de rabattre la première sur la seconde, c'est à partir d'une lecture du paragraphe 50 des Idées que se construit l'objection de Sartre et donc, in fine, sa propre phénoménologie. Nous trouvons bien dans ce texte de Husserl l'idée selon laquelle les choses n'existent que de façon corrélationnelle, par et pour une conscience. L'être qui pour nous est le premier, est en soi le second, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est uniquement en relation au premier. La réalité, aussi bien la réalité de la chose matérielle prise individuellement que la réalité du monde tout entier, est dépourvue par essence, au sens strict où nous l'entendons, d'indépendance, Selbstständigkeit. Là, le caractère relatif de l'être est clairement posé par Husserl, ce qui l'amène à délier l'être et l'absolu. Ce n'est pas en soi-même quelque chose d'absolu qui se lie secondairement à quelque chose d'autre, mais ce n'est au sens absolu, rien du tout, gar nichts, elle n'a pas du tout d'essence absolue, elle a l'essentialité, Wesenheit, de quelque chose qui par principe est seulement de l'intentionnel, seulement du conscient, du représenté en conscience, de l'apparaissant. L'idéalisme que Sartre trouve dans ce texte pose deux problèmes dont l'un porte sur la conscience et l'autre sur les choses en relation avec celle-là. Chacun des deux pôles est frappé, l'être perçu tout autant que l'être percevant. Il ne paraît pas que la célèbre formule de Berkeley puisse nous satisfaire. Ceci pour deux raisons essentielles, tenant l'une à la nature du percipi, l'autre à celle du perciper. Contre Husserl qui niait le caractère ontologiquement indépendant des choses ou du monde dans son entier, en affirmant la nécessité de leurs êtres en relation, Sartre pose l'indépendance ontologique de deux êtres ou, dans son vocabulaire, le caractère transphénoménal de la conscience et des choses dont elle est conscience. L'être n'est pas caché derrière les phénomènes, et le phénomène n'est pas une simple apparence qui renvoie à un être différent de lui. Au contraire, l'être du phénomène échappe aux conditions corrélationnelles de la phénoménalité. A. Transphénoménalité de la conscience. Sartre reconnaît deux points importants chez Husserl quant à la conscience. Tout d'abord, il fut enthousiasmé dans sa jeunesse, par l'idée selon laquelle toute conscience est conscience de quelque chose. Mais il reconnut aussi à Husserl d'avoir posé le jeu de la réalité et de l'irréalité entre la noèse et le noème. Là où l'objet intentionnel de la conscience est irréel, la conscience au contraire doit porter une certaine réalité. C'est ce qu'a compris Husserl. Car si le noème est pour lui un corrélatif irréel de la noèse, dont la loi ontologique est le percipi, la noèse au contraire lui apparaît comme la réalité, dont la caractéristique principale est de se donner à la réflexion qui la connaît comme ayant déjà été là. Chez Husserl.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.